Salut à tous, j'espère que ça va. Je vais faire une saga sur l'Australie. Je pense qu'il y aura 3 vidéos. La première aujourd'hui, on va parler d'écologie, de l'écologie en Australie. La deuxième vidéo, je m'appuierai sur certaines images qu'on a vues à droite à gauche, qui ont fait un petit peu le buzz. Je tenterai de les expliquer et d'apporter mon analyse. Et je pense que la troisième vidéo, on se reconcentrera sur ce qui nous intéresse. On parlera des événements ou de l'événement météorologique qui se passe ou qui s'est passé ces derniers mois en Australie et on l'expliquera. Donc première vidéo sur l'écologie en Australie. On va d'abord parler rapidement des forêts. Donc les forêts qui sont plutôt en Australie globalement de type xérique, ou on appelle ça aussi sclérophile. On peut faire une petite analogie avec les forêts méditerranéennes, tout simplement pour dire que ce sont des forêts qui sont habituées à la sécheresse, qui composent avec, pour la majorité des forêts australiennes, sauf peut-être plus au nord ou au nord-est, où vous retrouvez des forêts un peu plus humides de type tropical ou pluvieuses. Donc ces forêts xériques sclérophiles sont aussi pyrophytes. Forêts de type pyrophile, ça veut dire que ces forêts sont largement habitués au feu et que pour certaines espèces, cela va même leur être bénéfique. C'est le cas de l'eucalyptus. L'eucalyptus est une essence qui est présente dans 70-75% des forêts australiennes. Elle prospère tout simplement parce que elle tire bénéfice du feu. Lorsqu'il y a un feu, elle va pouvoir se ressemer plus vite que les autres espèces. De plus, ses feuilles vont rapidement tomber, créant un tapis inflammable. Elle va dégager du pétrole, ce qui va faire qu'elle va s'enflammer encore plus vite, et son type d'écorce en lambeaux fins va finalement aussi rapidement se désolidariser donc de l'arbre pour aussi favoriser l'inflammation. Voilà ce que c'est par exemple qu'une espèce dite pyrophile ou une forêt pyrophile ou pyrophyte. Voici un document du gouvernement australien qui explique à quel point l'Australie est assujetti aux incendies de par ses caractéristiques climatiques, géographiques et topographiques. Voilà, vous pouvez lire un petit peu. Il parle bien des années 74-75, des 117 millions d'hectares brûlés. Alors ce document initialement, il est en anglais. Là c'est la traduction Google automatique qui l'a traduit en français pour plus de facilité. Pour ceux qui veulent retrouver cet article, qui sont intéressés, donc il est initialement en anglais, vous tapez sur Google abs.gov.au bushfires en intégral, vous suivez ici Part of Australia Environment, vous cliquez ici, vous avez l'article du gouvernement et vous faites la traduction en français pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais. J'aimerais quand même faire un petit parallèle entre ce qui s'est passé en Amazonie au Brésil et ce qui se passe en Australie à l'heure actuelle. En pleine polémique internationale sur les feux de l'Amazonie, les feux de l'Amazonie qu'il y a eu il y a quelques mois, principalement en septembre, les patrons brésiliens ont exprimé leur inquiétude de voir la politique environnementale de Bolsonaro, le président, mettre en péril l'économie du Brésil, alors que le président français a menacé de ne pas ratifier l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, dont fait partie le Brésil. À mettre en parallèle avec le fait que l'Australie, elle aussi, est un soutien indéfectible pour l'industrie du charbon depuis plus de 20 ans. Tout comme le Brésil, tout ce qui est énergie renouvelable, il s'en fiche un petit peu, ou en tout cas il s'en fichait. Le gouvernement australien est un adversaire farouche de la théorie du changement climatique. Mais l'actualité et les incendies du pays pourraient marquer un tournant en matière de politique environnementale. Donc ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que finalement on a beaucoup parlé des incendies en Amazonie, incendies qui ont effectivement été un peu plus importants cette année que les années passées, mais qui ont été relativement contenus par rapport à ce qu'on avait il y a une dizaine d'années, et qui en plus étaient pas mal explicables par le fait de la reprise de la politique des brûlis en périphérie de l'Amazonie par les agriculteurs. C'est la même chose en Australie. En Australie, ça paraît important. On parle à l'heure actuelle pour le moment de 8 millions d'hectares, mais c'est à mettre par exemple en rapport avec les 115 millions d'hectares
qui sont partis en fumée dans les années 74-75. Et de toute façon, l'Australie, c'est ce qu'on appelle la terre du feu. C'est normal qu'il y ait des incendies. Alors, certes, cette année, ils sont plus importants que les dernières années. Il faut aussi noter, comme je l'ai dit avant, que cette année, vous avez un phénomène météo que je développerai dans une autre vidéo qui fait que en tout cas les derniers mois sur l'Australie sont relativement secs, ce qui facilite bien sûr la propagation de ces incendies. La surenchère de la transition écologique depuis 2000, 1 trillion d'euros, 1 million, 2 millions pour arriver à même pas 2% d'énergie éolienne et 0,5% d'énergie photovoltaïque. La frénésie à la transition écologique qui fait marcher tout un tas d'industries, d'entreprises. Ici, l'article se pose la question de savoir s'il ne serait pas plus intelligent de faire ce qui a déjà été fait avec les biocarburants, alors que il y a une dizaine d'années, on prévoyait au moins 10% de biocarburants. Il a été constaté un échec économique et environnemental de cette, je ne sais pas si on peut appeler transition au niveau carburant. Et donc l'Union européenne est revenue sur ces directives en imposant non plus un minimum de 10 mais un maximum de 1%. Donc la suite, nous sommes en train de pénaliser notre économie avec de nouvelles taxes sur le CO2, alors que le reste du monde continue largement d'utiliser des énergies fossiles toujours plus abondantes et compétitives. Donc on peut parler à ce niveau-là du Brésil et de l'Australie. Alors, il faut savoir que les incendies n'ont rien à voir avec un potentiel changement climatique, mais plutôt à voir avec les politiques pseudo-écologiques mises en œuvre depuis quelques années, même si bien sûr la situation de sécheresse actuelle de l'Australie va faire qu'en cas d'incendie, ça va s'embraser plus vite que si le pays était plus humide à l'heure actuelle. Donc on a un non-entretien, c'est-à-dire la suppression des fire tries, chemin d'accès rapide pour les pompiers, nécessité d'autorisation administrative très longue pour faire des backfires, donc les brûlis préventifs qui ont normalement leur utilité, ou même le débroussaillage, des parcs naturels fermés à double tour avec des grilles ou des enrochements qui rendent l'accès quasiment impossible, même aux pompiers. Interdiction d'utiliser l'eau de mer pour éteindre les incendies, alors que l'eau douce est rare dans les régions incendiées. Ici, carte qui représente l'anomalie de précipitations mensuelles, donc sur le dernier mois, sur le globe, sur la planète. Donc on voit globalement la zone océanique, Tasmanie, Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles au nord qui sont plutôt dans une période de sécheresse. Ça tend à se résorber au sud de l'Australie. Tout ce qui est blanc, c'est la normale. Tout ce qui est vert, c'est au-dessus. Pareil, on voit que globalement, tout le bassin de l'océan Indien est dans le vert. On voit que nous, on a été concernés aussi, là c'est moins flagrant, mais on le verra sur les cartes d'anomalies mensuelles des 3 derniers mois, la France par un automne particulièrement pluvieux. Pareil pour l'Est, Est-Centre-Est de l'Afrique. C'était moins visible, mais c'était le cas aussi sur la partie ouest, sud-ouest centre-ouest de l'Amérique du Sud. Alors que pareil, l'Amazonie, enfin globalement le centre du Brésil, toujours dans une relative sécheresse. Donc le fait que cette partie-là du monde soit plus sèche actuellement que les normales, et cette partie-là, l'océan Indien, soit plus humide, c'est ce qu'on appelle le dipôle de l'océan Indien. Donc là, je suis parti sur la carte des 3 derniers mois. Donc on voit que c'est encore plus marqué sur l'Europe de l'Ouest. On a connu un automne relativement pluvieux avec très dépressionnaire, avec beaucoup de perturbations en provenance de l'Atlantique, beaucoup de pluie, surtout sur les façades ouest, France, nord-ouest de l'Espagne. Vous voyez bien la sécheresse marquée sur la partie océanique, avec de suite cette zone beaucoup plus humide sur le bassin de l'océan Indien, ce que je vous disais, ce qu'on appelle le dipôle de l'océan Indien, qui est aussi connu sous le nom d'El Niño indien. C'est un phénomène météorologique qui s'explique très bien, que j'expliquerai dans la vidéo sur la situation météorologique en Australie.
qui est particulièrement marqué, ce dipôle indien, cette année sur le bassin océanique, avec des déficits qui sont même plus marqués en réalité que sur l'Australie, en remontant légèrement au nord en direction de la ceinture, en direction de l'équateur, en direction des îles équatoriales. Donc on peut distinguer l'île de Bornéo, la partie indonésienne. Vous voyez toujours la même chose, hein. On constate aussi qu'effectivement en Amazonie on a eu une période de 3 mois, des 3 mois précédents relativement sèche. Cependant, on peut quand même se demander ou se poser la question si ce n'est pas une manière de punir l'Australie et le Brésil dans le fait qu'ils soient complètement borderline dans leur transition écologique et qu'ils ne suivent pas la mouvance de la plupart des pays de la planète et notamment de l'Union européenne en matière de transition écologique, ce qui ne doit pas plaire à certaines industries et à la redistribution des cartes de la géopolitique en matière de transition écologique. C'est quand même une petite question qu'on peut se poser quand on sait quand même que globalement la NASA dit, c'est consultable, depuis les années 80 on a un reverdissement de la planète à hauteur de 14% et vous le verrez plus tard, les médias français ne disent pas toute la vérité, en tout cas disent leur vérité quand ils comparent par exemple les feux de forêt actuels qu'il y a en Australie avec ceux qu'il y a eu par le passé. Je pense à 74-75, je vais vous faire une petite illustration en vidéo. Alors, il suffit de taper dans la barre de recherche Fire in 1974 in Australia. Donc on s'aperçoit que partout il y a marqué en 1974 117 millions d'hectares de brûlés, de terrain, peu importe. C'est pareil sur toutes les lignes. Incendie, feu du bush, 1974, dépassé les 95 millions, on est toujours dans ces ordres de valeur là. 15% du territoire australien, ce qui correspond, vous vérifierez, à ces 115 millions d'hectares brûlés. Tous les articles racontent la même chose, 15%. Je triche pas, je descends petit à petit. « 1974, 117 millions d'hectares, donc on est toujours dans ces ordres-là, etc., etc., jusqu'à arriver en bout de page, à l'unanimité. » Alors, lorsque vous tapez exactement la même chose, stricto sensu, feu en australien 1974, en français cette fois-ci sur le moteur de recherche Google, premier article Ouest France, en haut de la barre de recherche, le premier qui apparaît, lui, il nous dit, je descends, en 74, saison 74-75, 3,5 millions d'hectares, donc aucun rapport avec les 110-115 millions de toute la barre de recherche lorsqu'on tape en anglais. Un des deux seuls documents honnêtes, c'est ce document-là, document e-revue, qui relate l'historique des incendies en Australie. Il parle bien de 117 millions d'hectares quand on clique dessus. Wikipédia, ils en parlent même plus dans le Wikipédia français. Dès 1974, ils l'ont zappé. Ça compte pas, 110 millions d'hectares. B. Voltaire aussi en parle. Alors je crois que c'est considéré comme un journal un peu à part entière, un petit peu dissident. Enfin bon, peu importe. Ils en parlent bien si on clique dessus. Et tout le reste, on n'en parle plus, on repasse à 3,5 millions, 4 millions d'hectares. Par exemple, Le Monde est un grand journal, en tout cas considéré comme tel, et qui a une certaine crédibilité aux yeux des lecteurs. On parle bien, en 1974, de 4 millions d'hectares, donc toujours ce petit ordre de grandeur qui n'a plus rien à voir avec les 110 millions de la barre de recherche lorsqu'on met les termes en anglais. Donc on peut se poser la question de ce décalage, pourquoi ici on nous parle des 4 millions d'hectares ou 3 millions et demi, et alors que si on prend l'ensemble des incendies qui ont concerné 1974, forêt plus maquis plus feu de brousse, hein, parce que c'est de ça qu'il est question, on retombe bien sur 110-115 millions. Alors j'ai cru comprendre qu'une partie de l'explication était dans le fait qu'on considérait, on mettait en aparté, on faisait le distinguo entre la forêt pour les 4 millions et demi et pour les 110 millions de plus environ. On parlait que de feu de brousse. Ça me paraît un peu hasardeux comme raisonnement, voire malhonnête ou incomplet ou je sais pas. Et il serait bien aussi
Étrange de penser que sur les, je crois qu'on approche maintenant 8, 9, 10 millions d'hectares brûlés dans la saison 2019-2020, de penser que ce ne soit uniquement que des feux de forêt, qu'il n'y ait pas du feu de brousse au milieu. Enfin bon, voilà, la manip, elle est là. Voici un graphique qui illustre le feu de 74-75 en termes d'hectares brûlés. Donc vous pouvez le comparer par rapport à celui au feu en cours de la saison 2019-2020 en termes d'hectares brûlés. Donc environ 8 peut-être 9 millions maintenant d'hectares brûlés contre plus de 115 ou autour de 115 millions d'hectares brûlés en 75. Entendu qu'au Brésil c'était une catastrophe, que l'Amazonie c'est le poumon de la planète. Il faut savoir, si on va resituer les chiffres dans le contexte, l'Amazonie c'est 10% des forêts de la planète. C'est d'après diverses estimations 1 à 2% des émissions d'oxygène, et que le véritable poumon de la planète, ce ne sont même pas les forêts, même si bien sûr il faut les préserver, il faut de toute façon faire attention à la nature, là n'est pas le sujet, mais il faut quand même rester factuel dans notre analyse de ce qui se passe sur la planète, c'est les océans. Les océans sont les premiers pourvoyeurs d'oxygène sur la planète, largement devant les forêts. Est-ce que les médias ont un intérêt à accélérer l'alarmisme climatique pour accélérer la transition écologique, afin d'exploiter de nouvelles mannes financières en jouant sur la peur des gens? Dans les années 60, on nous disait pétrole, fin des réserves dans 10 ans. Dans les années 70, on nous disait un nouvel âge glaciaire dans 10 ans. Dans les années 80, on nous disait que nous allons mourir dans les 10 prochaines années d'épuis acides. Dans les années 90, pas de couche d'ozone, ou en tout cas sans couche d'ozone, nous allons disparaître dans les 10 ans qui arrivaient. Dans les années 2000, la calotte glaciaire aurait dû disparaître en 2010. Et dans les années 2010, le CO2 comme excuse et les taxes comme solution. D'après le journal The Australian, on a plus de 180 personnes qui ont été arrêtées, appréhendées pour avoir soit allumé des feux de forêt de manière criminelle, dont certains sont des pompiers, ou avoir eu des comportements totalement inconscients, jet de mégots, allumer des feux en pleine forêt ou autre. Je vous l'ai dit, dont certains identifiés comme pompiers. Donc, plus de 180 personnes sont poursuivies à l'heure actuelle en Australie pour ces faits-là. La frontière entre le pyromane, l'incendie criminel, et le comportement inconscient est parfois un petit peu abstraite. C'est pour ça que je vous dis, de toute façon, on a finalement plus d'une centaine de personnes qui ont contribué largement, et encore c'est ce qui est, j'ai envie de dire, répertorié, inventorié, ceux qui sont fait attraper finalement, donc responsables d'incendies en Australie. Le magazine Trust My Science, comme beaucoup partisans, adeptes de la climato-frénésie, du climato-alarmisme, tout ce que vous voulez, qui lui dit que le fait qu'on puisse parler de ces personnes qui intentionnellement allument des incendies d'origine criminelle, pour eux, ils y voient une manipulation. Le but de ces personnes semble précis, tenter de faire croire au monde entier que l'ampleur des incendies n'est pas due à des causes naturelles. Donc ça va à l'encontre de leur idéologie, donc de l'idéologie globale écologico-politique. Je finis un petit peu en vous présentant 2-3 projets qui sont catastrophes pour l'écologie en Australie. On voit bien, même que si ce ne sont pas des adeptes du réchauffement climatique, ils font quand même des petites bêtises en matière d'écologie. On a le projet Clara, ligne à très grande vitesse entre Melbourne et Greater Shepparton, en jalonnant 5 villes nouvelles d'environ 400 000 habitants entre Canberra et Sydney,
Le projet serait réalisé dès 2026 en commençant par une voie rapide dès 2021, mais ces ambitions trouvent parfois une opposition qui dénonce le défrichage et le bétonnage de zones naturelles. On a un autre méga projet Snowy 2.0, c'est la construction d'une centrale hydroélectrique souterraine au cœur des Alpes australiennes entre Sydney et Melbourne pour contribuer à maintenir ce qu'on appelle l'élan vert du pays. Le projet repose sur une logique simple, tirer parti de deux grands réservoirs déjà établis dans le parc national. Alors c'est Kosciuszko, l'association des parcs nationaux de Nouvelle-Galles du Sud, appuyée par le Centre de politique énergétique du Victoria, dénonce ce projet, son coût 3,8 milliards de dollars australiens qui devrait être encore majoré du prix des lignes de transmission nécessaires pour acheminer l'énergie. La facture pourrait monter à plus de 10 milliards de dollars australiens. Les travaux seraient menés dans des biotopes fragiles et le déplacement d'eau risquerait de charrier des espèces de poissons invasives entre les deux réservoirs. Donc l'écologie qui est finalement contre l'écologie, c'est quand même marrant. Enfin marrant, c'est quand même dénonçable plutôt. Le gouvernement de Scott Morrison maintient son soutien à ces projets. Il dit que le pays a surtout besoin de plus de capacités de stockage et de transmission pour maintenir son taux élevé de conversion aux énergies renouvelables. L'Australie, pays asséché, et cela a été délibérément provoqué. C'est le fait d'une gestion de l'eau catastrophique. Certaines villes n'ont plus d'eau. 1500 km de la plus grande rivière sont asséchées. Et ce n'est pas à cause de la sécheresse, c'est de la récupération d'eau des zones inondables à l'endroit où il y avait des inondations. Tous les arbres ont été tués, tout a été nivelé. Et une digue énorme pour empêcher l'eau de rejoindre la rivière a été construite. Ils appellent cela la récupération de l'eau. Voilà ce qui est arrivé au bassin versant de la rivière Murray-Darling. Ajoutez à cela la construction de puits privés pour l'agro-industrie. Ces barrages ont coûté des dizaines de millions aux contribuables et ce sont des barrages privés. C'est une pratique illégale où les politiques du pays se taisent sur ces barrages et détournent illégalement l'eau du pays. La section 100 de la Constitution australienne stipule que la République ne peut, par aucune loi, accord commercial ou règlement de droit privé, priver les habitants de l'usage raisonnable de l'eau des rivières pour leurs besoins. C'est pourtant ce qui est fait en empêchant l'eau d'atteindre les rivières. Donc d'un côté, un gouvernement qui est carbonifère et qui continue d'utiliser les énergies fossiles, ce qui ne plaît pas aux autres pays partisans de la transition écologique, même si, comme vous le savez, j'aime bien largement critiquer cette transition écologique, mais d'un côté aussi, ils soutiennent certains projets écologiques, donc quand on regarde dans le détail, qui ne le sont pas du tout, en tout cas pas pour la nature, mais qui sont intéressants pour les industries, pour de la rentabilité et pour faire marcher certaines entreprises. On passera, deuxième vidéo, je vous expliquerai, je reviendrai sur certaines images et illustrations. Le projet Clara, en illustration, pareil, hein, clara.com.au, qui sera en anglais, puisqu'en Australie, on parle en anglais, ici c'est la traduction française. Le miracle de la vie, hein. Après les incendies, la vie reprend déjà en Australie. Hein. Je crois que j'ai pas plus, non. C'est une végétation effectivement qui est habituée à brûler, et donc qui a développé tout au long du temps des stratégies de... Alors, je sais pas si on dit comme ça, mais je dirais des stratégies d'adaptation pour repousser le plus vite possible. Vous voyez déjà les effets. Vous voyez la repousse